Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la correction de la deuxième fiche des travaux dirigés de la macroéconomie. Mais avant d'entrer dans la matière, laissez-moi d'abord vous faire un petit rappel de cours pour mieux saisir ce qui va venir par la suite, notamment la correction des exercices de la présente fiche. Alors, nous avons dit la dernière fois que l'approche classique est basée sur l'offre. Raison pour laquelle les classiques s'intéressent à la fonction de production, car pour eux, tout ce qui est produit est demandé, chaque offre crée sa propre demande, la fameuse loi de Jean-Baptiste Say. Ensuite, l'offre et la demande obéissent au mécanisme du marché, autrement dit, ces dernières s'ajustent automatiquement grâce à la flexibilité des prix. Sur le marché des biens et services, l'ajustement se fait par les prix des biens et services, évidemment. Sur le marché du travail, il se fait par les salaires, qui n'est rien d'autre que la rémunération de la force de travail. Et enfin, sur le marché des fonds prêtables, l'ajustement se fait par le taux d'intérêt qui correspond au prix de l'investissement. Enfin, selon toujours la théorie classique, la monnaie est neutre. Ce n'est qu'un voile qui masque la réalité des échanges. Autrement dit, le seul motif de détention de la monnaie n'est qu'un motif transactionnel, c'est-à-dire que la monnaie n'est qu'un intermédiaire des échanges, ni plus ni moins. Et pour justement mettre en exergue ce principe de neutralité de la monnaie, les classiques vont utiliser ou vont prendre comme appui la fameuse équation des échanges de Fisher, où ils ont montré qu'il existe une parfaite dichotomie entre la sphère réelle et la sphère monétaire. En d'autres termes, en situation de plein emploi, tous les facteurs de production sont employés. Ce qui fait que la production est à son maximum et par conséquent est constante. Pourquoi est-ce qu'il est constante? Tout simplement parce qu'on ne peut pas aller au-delà du plein emploi. Au-delà du plein emploi, il n'existe pas. La vitesse de circulation de la monnaie, quant à elle, est constante à court terme. Pourquoi est-ce qu'il est à son tour constante? Tout simplement parce qu'il dépend du niveau de développement et du taux de bancarisation de chaque économie. Et donc finalement, toute augmentation de la masse monétaire va se traduire par une augmentation du niveau général des prix. Et qu'en aucun cas, la monnaie n'affecte le volume des transactions. Ce qui met en exergue la dichotomie ou le fait que la sphère monétaire ne peut en aucun cas avoir une influence ou une incidence sur la sphère réelle. La théorie classique reste la doctrine la plus dominante jusqu'au début du XXe siècle. Bon, jusqu'au début, plus précisément jusqu'à la Grande Dépression de 1929, lorsque les classiques vont se retrouver incapables d'expliquer la crise de surproduction à l'époque. D'où l'émergence de la pensée keynésienne. Alors Keynes a proposé une analyse novatrice qui est complètement différente de celle de ses prédécesseurs. Il a d'abord critiqué la loi de débouché de Say et a montré que le fonctionnement spontané des économies libérales n'est pas toujours harmonieux et que des crises économiques sont possibles et probables. La crise ou la Grande Dépression de 1929 en est la figure emblématique. C'est ainsi que Keynes va magnifier la fonction de consommation qui est la source de la demande effective. Ensuite, pour Keynes, l'ajustement doit se faire, les ajustements de manière générale, quel que soit le marché, doivent se faire non pas par les prix, mais par les quantités, et que les prix doivent absolument rester rigides à court terme. Enfin, il spécifie que la monnaie est active, et donc va rompre avec l'analyse dichotomique des classiques, qui va montrer que la sphère monétaire peut avoir un effet sur la sphère réelle par le biais du taux d'intérêt. Cette variable qui est déterminée sur le marché monétaire peut influencer l'investissement et par conséquent la production. On sait pertinemment qu'il existe une relation inverse entre le taux d'intérêt et l'investissement. Lorsque le taux d'intérêt est élevé, l'investissement baisse. Lorsque le taux d'intérêt est bas, l'investissement augmente. Donc finalement, l'investissement va dépendre de quoi? L'investissement va dépendre tout simplement du taux d'intérêt qui est déterminé sur la sphère monétaire. Et l'investissement à son tour va influencer la production. Et vous voyez clairement que la sphère monétaire peut parfaitement avoir une influence sur la sphère réelle, contrairement à ce que les classiques prônent. Donc pour Keynes, pour synthétiser, Keynes stipule que la monnaie peut être désirée pour elle-même et ce pour trois motifs.
Le premier motif, c'est le motif de transaction. C'est un point commun avec les classiques, puisque la monnaie sert comme un intermédiaire des échanges. Le deuxième motif, c'est un motif de précaution, c'est-à-dire que la monnaie permet l'épargne, mais pas que, permet également de faire face aux risques futurs. Et puis un troisième motif qui est le motif de spéculation, qui veut dire tout simplement que on peut utiliser la monnaie pour gagner. On peut utiliser l'argent pour gagner l'argent. Comment? Je vous cite un exemple illustratif. Un spéculateur peut par exemple anticiper soit à la hausse, soit à la baisse le taux d'intérêt, et donc finalement, c'est ce qui va lui permettre de réaliser une plus-value puisqu'il existe une relation inverse entre le cours des titres et le taux d'intérêt. Donc voilà grosso modo sur quoi se base l'approche keynésienne. C'est vraiment une synthèse très concentrée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est qu'un rappel du cours. Et puis, comme je viens de le préciser également, les keynésiens glorifient la fonction de consommation. Cette fonction qui s'écrit comme suit, C est égal à petit c yd plus C0, où C désigne la consommation, petit c yd désigne la consommation induite. La consommation induite veut dire tout simplement la partie du revenu destinée à la consommation. Ou en d'autres termes, c'est la consommation qui dépend du revenu disponible. C0 désigne la consommation autonome. La consommation autonome, c'est la consommation qui ne dépend pas du revenu disponible. C'est-à-dire c'est une consommation indépendante, on va le dire comme ça. Je vous cite un exemple de la consommation autonome. La consommation qui dépend d'un héritage, qui dépend d'une bourse, c'est le cas de certains étudiants d'entre vous qui perçoivent évidemment une bourse, des subventions de manière générale, peut-être, c'est-à-dire cette consommation peut être appréhendée comme une consommation autonome. Puis nous avons le petit c qui désigne la propension marginale à consommer, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on va le voir tout à l'heure, et puis yd en fin de compte qui désigne le revenu disponible. Pour que cette fonction soit qualifiée de fonction de consommation keynésienne, il va obéir à la loi psychologique fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire la loi psychologique fondamentale? Ça veut dire tout simplement que la propension moyenne à consommer doit être décroissante lorsque le revenu augmente. D'abord, nous allons nous arrêter un petit moment sur la propension moyenne à consommer. Qu'est-ce que ça veut dire la propension moyenne à consommer? La propension moyenne à consommer, c'est la part du revenu disponible consacré à la consommation. Je vous cite un exemple. Un agent économique ou un ménage qui perçoit un salaire de 3000 dirhams, qui consacre 2000 dirhams à la consommation et qui épargne 1000 dirhams. Si je voudrais calculer la propension moyenne à consommer, je vais faire comment? Propension moyenne à consommer est égale à C, c'est la consommation, divisé par le revenu disponible. Donc la partie de la consommation, c'est 2000, divisé par combien? Divisé par le salaire qui est d'une valeur de 3000. Donc propension moyenne à consommer est égale aux 2 tiers. Donc c'est-à-dire que les 2 tiers de son revenu sont consacrés à la consommation. C'est ça en fait ce qu'on veut dire par la propension moyenne à consommer. Alors, la deuxième règle ou le deuxième fondement de la loi psychologique fondamentale est que la propension marginale, le petit c dont je vous ai parlé tout à l'heure, doit être constante et sa valeur doit être comprise entre 0 et 1. Donc c'est ces petits c-là, cette propension marginale à consommer, qui constitue la pente de la fonction de consommation. Qu'est-ce que c'est que la propension marginale à consommer? La propension marginale à consommer mesure la part de la variation du revenu affectée à la consommation. Autrement dit, de combien augmente la consommation lorsque le revenu augmente. Donc pour calculer la propension marginale à consommer, on fait comment? Eh bien tout simplement on calcule la variation de la consommation, c'est-à-dire la consommation de cette année, moins la consommation de l'année dernière, divisé par la variation du revenu disponible, autrement dit, le revenu de cette année, moins le revenu de l'année précédente. Après avoir fait ce petit rappel de cours, nous allons maintenant passer à la correction de l'exercice numéro 1. Alors, soit les données du tableau suivant en milliers d'unités monétaires locales, puis vous avez le tableau. Première question, représentez graphiquement les couples YDC dans un repère comportant la première bisectrice. Alors la première des choses à faire, c'est de tracer 2 axes, à savoir l'axe des abscisses sur lequel est indiqué le revenu disponible YD, puis l'axe des ordonnées sur lequel est représentée la consommation, c'est-à-dire le C. La deuxième étape,
consiste à tracer la première bisectrice. Alors je vous rappelle que la première bisectrice est la droite qui divise un angle en deux parties égales, 45 degrés pour notre cas, puisque les deux axes forment un angle de 90 degrés. Ensuite, l'étape suivante consiste tout simplement à repérer les points, c'est-à-dire à représenter les couples Y, D, C. Donc ça c'est fastoche, tout le monde sait le faire. Donc ça va nous permettre de dégager 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Alors ces 6 points-là, nous allons les lier et ce qui va donner lieu à une droite. Hop, voilà. Et donc voilà, nous avons tracé notre fonction de consommation. Donc après avoir tracé la fonction de consommation, comme vous pouvez le remarquer, nous avons dégagé un point d'intersection entre la fonction de consommation et la première bisectrice. Alors ce point-là d'intersection s'appelle le seuil d'épargne. Le seuil d'épargne, c'est quoi? Et bien tout simplement, c'est le niveau pour lequel l'intégralité du revenu est consommée. Donc, voyez-vous que ce seuil d'épargne correspond à un revenu d'une valeur de 500 unités monétaires. Et puis, vous allez voir que même la consommation a la même valeur de 500 unités monétaires. Autrement dit, tout le revenu est destiné à la consommation. Lorsque le revenu est inférieur à 500 unités monétaires, l'épargne est négative. Donc, c'est la zone de désépargne. Et puis, lorsque le revenu est supérieur à 500 unités monétaires, l'épargne devient positive. Et donc, c'est ce qu'on appelle la zone d'épargne. Deuxième question. Calculer pour chaque année les propensions moyennes et marginales à consommer. Donc, nous allons d'abord commencer par la propension moyenne à consommer. Je vous rappelle que la propension moyenne à consommer mesure la partie du revenu consacrée à la consommation. Pour obtenir cette propension moyenne à consommer, il suffit de calculer le rapport entre la consommation et le revenu disponible, c'est-à-dire C divisé par YD. Pour chaque année, nous allons calculer le rapport entre le C, la consommation, et le YD, c'est-à-dire le revenu disponible. Pour la première année, la propension moyenne à consommer se calcule ou se dégage de la manière suivante. 900 divisé par 1000, donc ça nous donne 0,9. Pour la deuxième année, la même chose, 916 qui représente la consommation divisé par le revenu disponible qui est d'une valeur de 1020, ça nous donne 0,898. Ainsi de suite jusqu'à la dernière année. En ce qui concerne la propension marginale à consommer, donc je vous rappelle que la propension marginale à consommer mesure la variation de la consommation induite par la variation du revenu disponible. Et donc pour calculer la propension marginale à consommer, il suffit tout simplement de calculer la différence entre la consommation de cette année moins la consommation de l'année précédente divisé par le revenu de cette année moins le revenu de l'année précédente. Donc pour la première année, on ne peut pas calculer la propension marginale à consommer pour la simple raison qu'on n'a pas les données de l'année 2002. Donc raison pour laquelle on ne peut pas calculer d'ailleurs la propension marginale à consommer pour la première année. Pour la deuxième année, pour 2004, donc la variation de C, propension marginale à consommer est égale variation de C, c'est-à-dire 916, la consommation de 2004, moins 900, la consommation de 2003, divisé par 1020, le revenu disponible de l'année 2004, moins le revenu disponible de l'année 2003. Donc ça nous donne 0,8. On fait la même chose pour 2005. Donc pour 2005, c'est la consommation de l'année 2005 qui est d'une valeur de 932, moins la consommation de 2004 qui est d'une valeur de 916, divisé par le revenu disponible de l'année 2005, moins le revenu disponible de l'année 2004. Donc ça nous donne également 0,8. Et on fait la même chose pour 2007, 2008 et 2009. La deuxième partie de la question, est-ce que les données obtenues sont-elles compatibles avec la fonction de consommation keynésienne? Donc je vous rappelle que la fonction de consommation keynésienne obéit à la loi psychologique fondamentale qui repose à son tour sur deux fondements. Le premier fondement est que la propension moyenne à consommer décroît lorsque le revenu disponible augmente et que sa valeur est comprise entre 0 et 1.
Donc nous allons vérifier ça, nous allons voir est-ce que effectivement la propension moyenne à consommer décroît lorsque le revenu disponible augmente. D'abord la première remarque qu'on doit se faire est que effectivement en passant de 2003 à 2009, le revenu disponible augmente. Il passe de 1000 unités monétaires à 1020, 1040, 1060, 1080 jusqu'à 1100 en 2009. Donc est-ce que cette augmentation du revenu disponible provoque une décroissance de la propension moyenne à consommer? Donc la réponse clairement est oui. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le remarquer, la propension moyenne à consommer est passée de 0,900 en 2003 à 0,898 en 2004, à 0,896 en 2005, à 0,894 en 2007, etc., etc. Donc oui, la propension moyenne à consommer décroît au fur et à mesure que le revenu disponible augmente. Donc premier fondement vérifié. Le deuxième fondement de la loi psychologique fondamentale est que la propension marginale à consommer est constante et que sa valeur est comprise entre 0 et 1. Donc nous allons voir cette fois-ci est-ce que la propension marginale à consommer est constante. Donc la réponse est claire et oui. Tout simplement parce que la propension marginale à consommer reste d'une valeur de 0,8, quelle que soit l'augmentation du revenu. Donc pour synthétiser, on peut tout simplement dire que oui, les données obtenues sont compatibles avec la fonction de consommation keynésienne, et ce pour deux raisons. La première raison, quand je viens de l'expliquer, la propension moyenne à consommer décroît lorsque le revenu augmente. Le deuxième fondement est que la propension marginale à consommer est stable et sa valeur est comprise entre 0 et 1. Donc sa valeur est de 0,8. Les comportements des consommateurs suivants, la loi psychologique fondamentale qui stipule que toute variation du revenu induit une variation moins que proportionnelle de la consommation. Troisième question, déduisez-en l'équation de la fonction de consommation keynésienne. Alors, on sait que l'équation de la fonction de consommation keynésienne s'écrit comme suit. C est égal à petit c yd plus c0. Mais avant de continuer, je tiens d'abord à vous dire une chose qui est extrêmement importante. Quand vous pouvez le voir, le petit c ici, qui est attaché à yd, il représente quoi? Et alors le petit c représente tout simplement la pente de la fonction de consommation. Cette pente est comment? Cette pente est positive, parce que tout simplement le petit c est positif. Donc puisque la pente est positive, on en déduit quoi? On en déduit tout simplement que la consommation est une fonction croissante du revenu disponible. Donc ça c'était très important pour moi de le dire et de le préciser. Bien. Alors on sait que la propension marginale à consommer représente le petit c dans l'équation dans la fonction de consommation keynésienne que nous avons déjà calculé dans le tableau précédent et qui est d'une valeur de 0,8. Très bien. Donc c est égal à quoi? On va tout simplement remplacer le petit c par 0,8 par la propension marginale à consommer. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner c est égal à 0,8 yd plus c0. Maintenant, ce qu'il nous reste à déterminer, c'est la valeur de c0. Pour ce faire, nous allons dégager le c0. C0 est égal à c moins 0,8 yd. Maintenant, la question qui se pose, comment nous allons faire pour trouver la valeur de ce c0? Eh bien, c'est très simple. C0, pour trouver le C0, vous allez faire quoi? Vous allez tout simplement revenir au tableau de tout à l'heure et vous allez essayer de prendre n'importe quelle consommation et n'importe quel revenu disponible. Bien évidemment, pas d'une manière chaotique, mais il faut repérer une année. C'est-à-dire, si vous voulez faire comme moi j'ai pris l'année 2003, c'est-à-dire la première période, et donc j'ai pris la consommation de la première période qui est d'une valeur de 900, moins 0,8 fois le revenu disponible de la même période, de l'année 2003. Donc ça m'a donné si 0 est égal à 100. Vous pouvez faire la même chose pour 2004 et vous allez voir que ça va donner la même chose. Donc pour 2004, vous remplacez le C par 916 moins 0,8 et vous remplacez le YD par le revenu disponible de 2004, donc qui est d'une valeur de 1020. Et puis finalement, vous dégagez encore une fois
C0 d'une valeur de 100. Donc vous pouvez vérifier avec 2005, ça va donner la même chose. Si vous remplacez la consommation par 932 et le revenu disponible par 1040, vous allez encore une fois obtenir C0 d'une valeur de 100 unités monétaires. Donc, finalement, la fonction la fonction de consommation keynésienne qu'on a pu dégager s'écrit comme suit. C'est égal à 0,8 YD plus 100. Tout à l'heure, je vous ai montré comment dégager le seuil d'épargne à partir du graphique. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment le dégager de manière algébrique. Bien évidemment, ce n'est pas demandé au niveau de la fiche, mais c'est l'occasion pour moi tout simplement de vous montrer comment dégager la fonction d'épargne d'abord, pour tout simplement pousser l'analyse un peu plus loin. Alors, lorsque nous avons tracé notre graphique tout à l'heure, nous avons tracé la fonction de consommation, et la première bissectrice, nous avons dégagé un point d'intersection. Donc je vous ai dit que ce point d'intersection correspond au seuil d'épargne. En ce point, l'épargne est nulle et le revenu est intégralement dépensé en achat des biens et services de consommation. Donc, pour dégager justement cette fonction d'épargne, on sait pertinemment que le revenu se compose de deux éléments, de deux choses, à savoir la consommation et l'épargne. Une partie du revenu est destinée à la consommation. La partie qui n'est pas consommée du revenu est destinée à l'épargne. Donc, si je voudrais dégager, moi ce que je cherche c'est l'épargne. Si je voudrais dégager l'épargne, je vais faire comment? Eh bien, S tout simplement est égal à YD moins C. Étape suivante, je vais remplacer le C par la fonction de consommation keynésienne. Donc ça va me donner S est égal à YD moins, entre parenthèses, petit c YD plus C0. J'enlève les parenthèses et ça me donne S est égal à YD moins petit c YD moins C0. Ensuite, je factorise, ça me donne 1 moins petit c YD moins C0. Et donc voilà, ma fonction d'épargne prend forme. Est égal à quoi? Est égal à petit s YD moins C0. Donc vous allez peut-être remarquer que cette fonction d'épargne est une fonction croissante du revenu disponible. Pourquoi est-ce qu'il est croissant du revenu disponible? Eh bien tout simplement parce que le petit s constitue la pente de fonction de l'épargne. Ce petit s représente la propension marginale à épargner, puisqu'il est positif, puisque cette pente est positive. Donc on en déduit quoi? On en déduit tout simplement que l'épargne est une fonction croissante du revenu. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est tout simplement de remplacer chaque élément par sa valeur. Donc rien d'extraordinaire. 1 moins petit c, je remplace le petit c par 0,8 qui est la pente de la fonction de consommation qu'on vient de dégager tout à l'heure, YD, moins, je remplace le C0 également par sa valeur qui est de 100. Et donc ça me donne S est égal à 0,2 YD moins 100. Donc voilà, donc j'ai pu dégager, voilà comment on fait, voilà les différentes étapes à suivre afin de pouvoir dégager la fonction d'épargne. Ce que je cherche, ce n'est pas cette fonction d'épargne, ce que je cherche, c'est tout simplement le seuil d'épargne. Le seuil d'épargne correspond à quoi? Il correspond à S est égal à 0. Donc je prends ma fonction d'épargne que je viens de dégager et je l'annule. Donc 0,2 YD moins 100 est égal à 0. Donc je fais le calcul nécessaire et finalement j'obtiens YD est égal à 500, ce qui est parfaitement compatible avec les résultats que nous avons obtenus tout à l'heure dans la représentation graphique. Interprétation, et bien tout simplement, lorsque le revenu disponible est inférieur à 500, l'épargne est négative. C'est la zone de désépargne. Lorsque le revenu est supérieur à 500, ça veut dire que l'épargne est positive. Donc c'est la zone tout simplement d'épargne. Passons maintenant à la correction de l'exercice numéro 2. Une entreprise envisage l'achat d'une machine d'une valeur égale à 640 800 dont la durée de vie prévue est de 4 ans avec une valeur résiduelle nulle. On suppose que cet investissement va générer des recettes nettes futures constantes d'une valeur de 200 000 dirhams. Première question, calculer la valeur actuelle nette de cet investissement au taux d'actualisation de 6%. Alors avant de corriger ou avant de répondre à cette question,
Et lorsqu'on lit justement cette question, la première des choses qui pourrait traverser notre esprit est de savoir qu'est-ce que c'est que la vanne. Quand on parle de la vanne, ou lorsqu'on évoque la vanne, automatiquement on parle de l'investissement. Et les critères de choix d'un investissement s'appuient particulièrement d'abord sur l'actualisation et ensuite sur un échantillon de recettes nettes. Et parmi les critères utilisés figure la vanne. La vanne, c'est tout simplement un indicateur qui mesure la rentabilité d'un investissement. Si vous souhaitez savoir si un investissement est rentable ou pas, il suffit tout simplement d'utiliser le critère de la vanne. La vanne est égale à RI fois 1 moins 1 plus T à la puissance moins N, le tout divisé par T, moins S0. RI représente les recettes futures nettes ou les cash flows. T indique le taux d'actualisation, N est le nombre de périodes ou la durée de vie, et enfin le S0 représente l'investissement initial ou tout simplement le coût de l'investissement. Une fois la vanne calculée et une fois le résultat dégagé, il suffit tout simplement d'observer ce résultat. Et donc, si la vanne est positive, à ce moment-là, on dit que cet investissement est rentable. Et lorsque la vanne est négative, à ce moment-là, on dit que l'investissement n'est pas rentable. Lorsque la vanne est nulle, c'est ce qui correspond au seuil de rentabilité qu'on va voir d'une manière plus détaillée du moment qu'on va calculer le taux de rendement interne. Après avoir défini ce que c'est que la vanne, passons maintenant à la correction de notre exercice. Alors, nous avons S0 est égal à 640 800, RI est égal à 200 000, N est égal à 4 ans, T est égal à 6%. Alors, pour répondre à cette question, pour calculer la vanne, il suffit tout simplement d'utiliser ou d'appliquer la formule que je viens de vous montrer tout à l'heure. D'ailleurs, à titre d'information, si vous voulez connaître la démonstration mathématique de cette formule, n'hésitez pas à revenir sur le cours ou tout simplement sur le corrigé que nous avons mis à votre disposition sous forme de PDF. Donc voilà, ensuite, l'étape suivante consiste tout simplement à remplacer chaque élément par sa valeur. RI par 200 000, T par 0,06 puisque le taux d'actualisation est égal à 6%, puis S0 par 640 800. Ensuite, je fais le calcul nécessaire, ce qui va me permettre de dégager la vanne qui est égale à 52 221,13. Donc puisque la vanne est positive, donc ce que je peux en déduire, c'est que ce projet est rentable. Deuxième question, calculer le taux de rendement interne. Alors qu'est-ce que c'est que le taux de rendement interne? Le taux de rendement interne est le taux qui annule la vanne. Autrement dit, c'est le taux pour lequel la vanne est égale à 0. Donc pour dégager une valeur actuelle nette nulle, il suffit tout simplement de remplacer cette vanne par la formule qui n'est rien d'autre que le RI fois 1 moins 1 plus T à la puissance au moins 1 sur T moins S0 est égal à 0. Alors le taux de rendement interne est tout simplement le taux d'actualisation pour lequel la valeur actualisée est égale au coût initial de l'investissement. Qu'est-ce que c'est que la valeur actualisée? Et bien tout simplement c'est ce que je soulignais ici avec le rouge. La valeur actualisée c'est le RI, c'est-à-dire les cash flows, fois 1 moins 1 plus T à la puissance moins N sur T. La valeur actualisée et l'investissement initial, le S0, doivent avoir la même valeur et finalement, s'ils ont la même valeur, c'est tout à fait normal de dégager une vanne qui est égale à 0. Donc maintenant, ce qu'on cherche, c'est quoi? On cherche le taux de rendement interne, c'est-à-dire, je cherche un T, le T qui est là dans cette formule, je cherche un T qui va me permettre de dégager une valeur actuelle nette nulle. Donc pour ce faire, passant à l'application, on va tout simplement remplacer chaque élément par sa valeur. RI par 200 000, T je ne le connais pas, c'est ce que je cherche d'ailleurs. Donc comme je vous ai dit, je cherche un T de façon à dégager une valeur actuelle nette qui est égale à 0. Moins S0 que je vais remplacer par 640 800. Je fais le calcul nécessaire et puis j'obtiens la chose suivante. 1 moins 1 plus T à la puissance moins 4 sur T est égal à 3,204. Après avoir dégagé le premier résultat d'une valeur de 3,204, la deuxième étape consiste à utiliser la table financière numéro 4 afin de déterminer avec précision le taux de rendement interne.
Tout d'abord, je vous explique l'architecture de la table financière. Donc vous avez sur la première colonne à ma gauche les années, ou tout simplement la durée de vie, ou le nombre de périodes. Ensuite, sur la première ligne tout en haut, vous avez les taux d'intérêt. Alors ce que nous allons faire tout simplement, c'est que dans un premier temps, nous allons repérer le nombre de périodes que nous avons au niveau de l'exercice, ou la durée de vie. Donc rappelez-vous qu'au niveau de l'exercice 2, nous avons la durée de vie prévue est de 4 ans. Donc je vais repérer 4 ans. Donc voyez-vous que 4 ans est situé sur la première colonne, comme je viens de vous le dire, à ma gauche. Vous avez 1, 2, 3 et puis 4. Donc c'est 4 qui m'intéressent. Après avoir dégagé le 4, la deuxième étape consiste à chercher sur la même ligne 3,204. Donc voyez-vous, vous avez 4 sur la quatrième ligne d'ailleurs. Et puis le deuxième chiffre c'est 3,312, 3,276, 3,240. Tout ça ne m'intéresse pas. Et puis vous avez 3,240. C'est justement le premier résultat que nous avons dégagé tout à l'heure. Ensuite, nous allons tout simplement repérer le taux d'intérêt. Alors, le taux d'intérêt, c'est quoi? Eh bien, le taux d'intérêt convenable est d'une valeur de 9,50. Donc, clairement, nous avons pu dégager le taux de rendement interne d'une valeur de 9,5% grâce à notre table financière numéro 4. Une fois le taux de rendement interne est déterminé grâce à notre table financière, la question qui pourrait maintenant traverser notre esprit est de savoir quelle est la signification de ce taux de rendement interne que nous venons de déterminer. Et bien, l'interprétation tout simplement est la suivante. Pour un taux d'intérêt supérieur à 9,5, le projet n'est pas rentable. Pour un taux d'intérêt inférieur à 9,5, le projet est rentable. Pourquoi? Et bien, tout simplement parce qu'il existe une relation inverse entre le taux d'intérêt et entre l'investissement. Lorsque le taux d'intérêt est élevé, l'investissement est bas. Lorsque le taux d'intérêt est bas, l'investissement est élevé. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans cette optique, quand il s'agit d'un investissement, le taux d'intérêt est appréhendé comme une charge. Plus le taux d'intérêt est élevé, plus en tant qu'investisseur, je suis moins incité à m'investir. Donc, je préfère attendre à ce que les taux d'intérêt baissent. Et lorsque les taux d'intérêt vont baisser, c'est à ce moment-là que je serai encouragé à m'investir. Donc, le taux de rendement interne, c'est ça son utilité, c'est qu'il vous permet de savoir à partir de quel moment l'investissement ou le projet que vous souhaitez entreprendre est rentable. Si le taux qu'on vous propose est inférieur au taux de rendement interne, et bien tout simplement ça veut dire que l'investissement est rentable. Lorsqu'il dépasse les 9,5 par exemple pour un taux de 10%, c'est clair, c'est même pas la peine de vérifier, cet investissement n'est pas rentable.